Alors, bonjour à tous. Et j'ai ici un public assez éclectique. On m'a expliqué qu'il y avait des étudiants et aussi des jeunes qui viennent aussi pour apprendre le français. Donc, il faudra que j'utilise des mots clairs, hein, et aussi que je présente donc Bruno Roy de manière claire pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout Bruno Roy? Non? D'accord. Donc, Bruno Roy a été important pour plusieurs choses au cours de sa carrière, je dirais, et déjà de par son statut, donc de par sa naissance, son lieu de naissance, etc. Donc, Bruno Roy s'est fait connaître comme personnalité publique en publiant des ouvrages sur la chanson, j'y reviendrai plus tard, et donc c'est ce qui nous a réunis autour de lui dans un premier temps. Et également, il a été président et fondateur du mouvement des orphelins de Duplessis. Donc, les orphelins de Duplessis, c'est pour évoquer les enfants orphelins qui ont été pris en charge par des religieuses pendant la période où M. Maurice Duplessis était premier ministre du Québec. Donc, on en appelait donc les orphelins de Duplessis. C'est tout. C'est pas un régime Duplessis, c'est la période qui correspond au mandat politique de M. Duplessis comme premier ministre. Donc, voilà ce qui fait que Bruno Roy donc était, comme l'indique le titre de l'introduction au livre et de la présentation au livre, donc l'hommage des pères, P-A-I-R-S, en voulant dire ceux qui l'ont connu, qui ont été un peu comme lui, donc on dit père, à un orphelin hors père, c'est-à-dire le petit jeu de mots ici pour dire hors père, c'est-à-dire au-dessus de tout, sans père, donc égal à lui-même, P-A-I-R, mais également hors père, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu son père. Donc voilà un petit peu le titre et la symbolique du nom de Bruno Roy qu'on retrouve dans le titre de la conférence, donc du chemin de Damas. Damas, c'est le deuxième prénom de Bruno Roy, éponyme de la capitale de la Syrie. Et puis, au chemin du roi, le chemin du roi, pourquoi j'ai mis ça aussi dans le titre? C'est pour évoquer donc le chemin qui a été emprunté par le général de Gaulle en juillet 67, avant qu'il ne vienne sur le balcon de l'hôtel de ville pour rappeler aux gens « Vive le Québec libre ». Donc ça, c'est le chemin du roi, c'est la route historique du Québec qu'a emprunté le général de Gaulle en 67. Et donc Bruno Roy. Voilà. Donc, parmi les éléments importants que j'aimerais soulever, c'est un petit peu d'expliquer qui est Bruno Roy. Donc, Bruno Roy est un écrivain, un orphelin décédé en 2010, et donc qui aurait eu 80 ans en 2023. Donc, on y arrive. Et à cette occasion, déjà au moment de son décès, j'ai eu l'idée donc de réaliser un ouvrage collectif qui rassemble donc des poètes, des écrivains, des professeurs. Au total, près d'une vingtaine de collaborateurs, 2 bibliographes, 3 membres de comité de lecture, donc Luc Bellemare, Christopher Jones et Claude Légaré, donc ont participé en qualité de lecteurs, comité de lecture de l'ouvrage. Et donc une illustration de Richard Séguin. Voilà. Donc ça c'est l'ouvrage. Et donc au moment du décès de Bruno Roy en 2010, c'est là que m'est venue l'idée d'un tel ouvrage. Alors, maintenant, pourquoi en 2010, j'ai pensé à Bruno Roy? Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant, comment j'en suis arrivé à considérer que Bruno Roy avait eu une certaine importance dans mon parcours pour lui consacrer un ouvrage. Donc, voilà la question à laquelle je vais répondre maintenant. Elle est liée, d'ailleurs, à sa révélation publique de son statut d'orphelin. Parce que c'est un petit peu ça qui a cristallisé notre rencontre. La première fois où Bruno Roy va évoquer qu'il était orphelin, c'est en mars 83 dans Québec français. Donc, c'est bien avant les révélations officielles, disons, ou qu'on a pensé telles, de Pierre Vénat dans la presse. Bien avant ça, donc en 83, Bruno Roy écrit dans Québec français « On m'a dit que je suis né à Montréal, mais je ne m'en souviens pas. De mes parents, je n'ai rien appris puisqu'ils étaient hors foyer. À 40 ans, je suis devenu un orphelin hors père. » Donc voilà, ça c'est déjà en 1983. En 91, il y a un colloque qui nous réunit, Bruno Roy,
Paul Zumthor, André Gaulin, Roger Chamberlain et de nombreux autres spécialistes, même des Européens comme Louis-Jean Calvet, qui collabore à l'ouvrage, et des philosophes français par ailleurs. Donc des gens importants pour un colloque intitulé « Oralité polyphonique ». Et le soir, en fin de journée, Bruno Roy rassemble un groupe de personnes autour de lui et nous fait part du fait qu'il était orphelin. Et donc, moi, j'ai dit à Bruno Roy, moi, je suis un enfant adopté. C'est drôle, ça, qu'on se connaisse déjà depuis un petit bout de temps, qu'on a tous les deux la chanson en commun et qu'en plus, on a une histoire à faire dans notre relation avec nos origines. Laquelle direction on va prendre, elle n'a pas été la même. Ceux qui liront l'introduction comprendront par exemple, que Bruno Roy n'avait pas conçu la recherche de ses origines et l'importance que ça peut avoir de la même façon que je l'ai eu. Mais, donc ça figure en partie dans l'introduction, mais c'est quand même pas le cœur de l'ouvrage qui est consacré aux problématiques d'enfants abandonnés, orphelinat, institution, Maurice Duplessis, tout. Non, c'est pas l'objet de l'ouvrage, mais il en est fait mention. Il y a aussi un des entretiens que j'ai eu avec Bruno Roy au moment de la publication de ces deux principaux livres, là, je dirais, autour des orphelins de Duplessis, c'est-à-dire Mémoire d'asile, paru chez Boréal en 1994, et la même année, Les Racines de l'ombre, un recueil de poèmes thématiquement orienté vers la question de l'abandon et des racines, de l'origine, etc. Bon. Et donc, à ce moment-là, j'avais fait un entretien avec Bruno Roy à la radio, et l'entretien est ici publié dans cet ouvrage. Voilà. Donc, c'est l'époque là où disons, il y a les contacts les plus intenses avec Bruno Roy, et donc, suite à cette journée d'études où il révèle avoir été orphelin de Duplessis, Pierre Vénat, dans la presse, il va dans un article, et là, c'est là qu'a fait, disons, qui est l'origine de la création du mouvement des orphelins de Duplessis, c'est-à-dire le fait que Bruno Roy ait décidé à un moment donné de réclamer une indemnité au gouvernement. Et ça s'est fait, disons, au début des années 90. Donc, au moment où il va publier son livre le plus important, son livre historique le plus important, qui n'est pas présenté ici, mais enfin, qui s'appelle « Pouvoir chanter », paru en 91. Donc, c'est une époque, là, début des années 90, où, pour Bruno Roy, au niveau de ses travaux sur l'étude de la chanson, ça évolue beaucoup, mais en même temps, c'est une phase où Bruno Roy va être amené à s'intéresser ensuite davantage, je dirais, à tout ce qui touche les orphelins de Duplessis, et avoir aussi une production en matière de livres qui n'est plus seulement des livres sur la chanson québécoise. Voilà. Il y a un peu de tout, là, les journaux intimes, les romans, les recueils de poèmes, beaucoup, plus d'une dizaine de recueils, 4 romans publiés chez XYZ déjà, donc ça fait une production assez importante. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'ai eu ce projet, il y a une chose que j'ignorais par rapport au lien familial qu'il peut y avoir avec Bruno Roy. Donc, d'une certaine manière, Bruno Roy a été, je dirais, a eu des parents adoptants, qui ne sont pas des parents légalement qui vont adopter un enfant, mais qui sont adoptants, des parents de substitution, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire au moment où lui était un absolu orphelin, c'est-à-dire qu'il y a des orphelins qui vont de famille en famille, puis d'institution en institution, mais lui était vraiment un orphelin absolu, il n'avait jamais connu sa mère, donc vraiment un abandon à la naissance, et non une mère qui garde quelques années, le père est parti ou décède. Bon, ça c'est d'autres cas de figure. Mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, donc ça, c'est important de le signaler aussi parce que j'en discutais hier avec Raoul Duguay. Donc, Raoul Duguay est très présent dans le livre. Sans lui, l'ouvrage n'aurait pas été publié. Il a vraiment été d'un appui exceptionnel. Donc, je veux dire, Raoul Duguay a aussi eu un parcours un peu difficile puisqu'il a perdu son père en bas âge. Donc, ça s'est révélé dans la biographie qui le concerne. Donc, il y a Raoul Duguay, il y a moi-même, il y a Bruno Roy surtout, à qui on veut rendre hommage à ce niveau-là. Et on constate que dans notre évolution, il y a également des éléments de la vie privée qui ressortent. En sachant que dans le livre est reproduit aussi une lettre inédite de Bruno Roy destinée à Raoul Duguay, donc un commentaire sur un poème. Encore là, donc, ça met en évidence le fait que Bruno Roy et Raoul Duguay ont eu une relation entre eux. Et aussi, il y a un autre artiste qui a été mis en valeur particulièrement, c'est Richard Séguin, qui est ici représenté indirectement par sa gravure. Donc, Richard Séguin, que vous connaissez tous, est également un graveur. Ça, on le sait moins. Donc, Richard Séguin est au Québec un chanteur
qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Donc, bon anniversaire. Donc, je me suis écarté un petit peu, vous m'excuserez, de ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a effectivement un lien familial fort éloigné entre Bruno Roy et moi. Donc, il a été pris en charge par des parents adoptants. Donc, c'est de ces personnes-là dont je parlais. Et en l'occurrence, il s'agit de Roger Roland, qui écrivait à l'époque les discours de Pierre-Elliott Trudeau. Donc, on peut s'étonner de la chose, parce que Bruno Roy était plutôt, lui, indépendantiste. Donc, entre 68 et 74, M. Roger Roland rédige les discours de Trudeau. Et quelques années plus tard, donc, le destin fait que ce monsieur et sa femme, Mme Madeleine Dauphinet, décident d'avoir des égards, on pourrait dire ça comme ça sans se compromettre, d'avoir des égards envers Bruno Roy et à l'aider à sortir du Mont-Providence où il était. Donc, ces gens-là, Roger Roland, sont liés par... Roger Roland, le père de Roger Roland, est lié à André Roland, qui lui a épousé Solange Chaput-Roland, elle-même la belle-sœur de mon grand-père. Donc, si vous voyez ici les cousins germains et les belles-sœurs et les beaux-frères, vous avez, entre Bruno Roy et moi-même, quelques intermédiaires. Voilà. Donc, on ignore parfois qu'on vient d'une même famille. Hein. Avec Internet, maintenant, on le sait un peu plus, mais il fut une époque où on pouvait manger avec... j'ai vu ça dans mes recherches, petite digression. On peut être avec Solange Chaput-Roland, par exemple, et Thérèse Casgrain-Forget, sont deux femmes politiques au Québec fort connues en leur époque, parce qu'il n'y en avait pas des milliers de femmes à l'époque en politique. Et elles sont toutes les deux du même sang. Là. Enfin, je veux dire, il y a un lien familial de beaux-frères et de belles-sœurs entre ces deux dames qui étaient des femmes politiques de l'époque. Quoi. Voilà, et peut-être qu'elles l'ignoraient parce qu'elles n'en font pas mention dans leur récit. Voilà, je poursuis donc avec ce que j'étais en train de présenter. Donc, voilà, voilà. Donc l'éditeur Édition du Québécois. Alors ça, c'est important de faire une petite digression qui n'en est même plus une, finalement, c'est que les Éditions du Québécois est un éditeur qui oriente sa vision de l'activité éditoriale un petit peu autour de l'activité militante du Parti québécois. Ici, dans les personnes que j'ai rassemblées autour de cet ouvrage, je les ai pas cherchées en fonction de leurs opinions politiques. C'est jamais, je veux dire, c'est vrai que à la fin, quand on m'a dit, tiens, un tel, j'ai dit, ma foi, ça donne l'impression que j'ai voulu faire un panel péquiste, qui comprend, le mot péquiste veut dire appartenant au Parti québécois, mais c'était pas du tout mon intention. Je me suis jamais vraiment penché sur ça, sauf pour l'ouvrage collectif sur Félix Leclerc, donc un autre chansonnier québécois, canadien, français, comme on disait aussi. Et donc, il y a eu un ouvrage sur lui. Et dans ce cas, oui, je me suis un peu penché sur la question politique, mais pas de façon à orienter la sélection de mes collaborateurs. Donc, j'ai appris, chemin faisant, où j'avais oublié, enfin voilà, je l'ai appris un peu plus, que Richard Séguin était indépendantiste, que Raoul Duguay, là, oui, OK, mais il est arrivé aussi comme ça, là, Raoul Duguay. L'éditeur aussi, recommandé par Raoul Duguay, donc forcément. Marc Chabot dans les collaborateurs, j'apprends en cours de route parce que je l'ignorais, en fait. Je l'ignorais, c'est que son épouse, et ça c'est public, c'est des couples littéraires, là, un peu comme Lucien Francoeur aussi. Donc, est époux de Sylvie Chaput, qui est la fille de Marcel Chaput, donc qui a fondé le RIN. Donc voilà, ça c'est un autre élément qui est lié aux collaborateurs et qui touche à la politique. Mais je dirais que le seul, pour moi, où ça paraissait évident au départ et que lui, je le connaissais, c'était Danick Trottier, qui est directeur du département de musique de l'Université du Québec à Montréal, donc pas très loin d'ici, et qui effectivement, comme dans son texte, évoque les questions du marxisme, donc une lecture marxiste des ouvrages de Bruno Roy. Donc là, déjà, on est un peu plus dans la théorie politique qui pourrait me laisser croire que monsieur est peut-être impliqué en politique à côté, mais non. Donc, vous voyez que non, il n'y a pas eu, je le dis même s'il n'y a pas de question, il n'y a pas eu de volonté de ma part dans ce sens-là d'orienter les témoignages, en quelque sorte, les essais ou la sélection des contributeurs. Voilà. Je reviens sur... Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou vous me suivez?
vous attendiez peut-être à écouter plus de chansons. J'en ai prévu après, mais bon, voilà, tant que les gens s'endorment pas, tant mieux. Alors, chez Bruno Roy, il y a toujours et ça c'est lié aussi au contenu de l'ouvrage, il y a toujours cet équilibre entre la recherche sur la création littéraire, une activité de création littéraire fort importante aussi, donc le thème de l'abandon dans la poésie, les essais sur la chanson, et aussi le fait qu'il est mentionné dans un ouvrage que vous connaissez peut-être, Les vilains petits canards. Et ça, c'est intéressant. Je l'ai lu aussi par rapport à mon prochain ouvrage collectif sur la rousseur, puisque dans son ouvrage Les vilains petits canards, c'est à partir d'un témoignage d'un rouquin, d'une personne qui est rousse, que Boris Cyrulnik a élaboré son ouvrage dans lequel il relate l'expérience de Bruno Roy. Donc là, je trouve ça intéressant. Mais c'est surtout donc dans un autre livre plus récent de Boris Cyrulnik qui s'appelle « La nuit, j'écrirai des soleils », que le psychiatre s'attarde sur l'écriture comme forme de résilience de nombreux écrivains abandonnés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, La nuit, j'écrirai des soleils, donc Boris Cyrulnik continue de nous parler de résilience, d'enfants abandonnés, d'adoption aussi. Donc, il en fait finalement un de ses... je l'ignorais, mais enfin, il en fait un peu une de ses spécialités. Je pensais au départ que c'était surtout... Je pense qu'il y a le concept de résilience qui l'a fait beaucoup connaître, mais il y a aussi donc cet attrait pour l'enfance, pour ainsi dire. Et donc, il nomme parmi les cas d'écrivains fort connus qui ont eu des difficultés à un moment ou à un autre, ou qui sont nés de parents qui vont mourir en bas âge, enfin voilà. Donc, il y a Georges Perec, séparé de ses parents, de sa famille pendant la guerre. Il y a Jean Genet, qui a été recueilli à l'âge de 7 mois. Donc, Jean Genet est sûrement l'un des auteurs les plus connus de la littérature française, qui est rattaché effectivement à la question des enfants abandonnés. Georges Perec, que je mentionnais, quant à lui, écrit un livre dans lequel l'absence de la voyelle « et » signifie ses parents disparus. Vous connaissez peut-être cet ouvrage de Georges Perec qui s'appelle Disparition. Voilà l'ouvrage dont je parle en question. Et il y a d'autres auteurs français qu'on peut nommer ici, Balzac, Hugo, Rimbaud, Sainte-Beuve, George Sand, qui sont donc des enfants qui ont subi la perte, la mort ou la séparation de l'un ou des deux parents. Et les écrivains orphelins, on en a également quelques-uns, donc Baudelaire, Dante, Rousseau, Voltaire, Edgar Morin. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Et ça, c'est un corpus entre guillemets, j'aime pas trop le terme un peu scientifique, mais c'est un échantillon. Donc, en gros, voilà un petit peu le paysage littéraire que je souhaitais présenter pour dire que la démarche de Bruno Roy, elle semble peut-être exceptionnelle. Dans la combinaison de l'ensemble, ça l'est, c'est unique à sa personne, oui, mais dans l'activité de résilience par l'écriture et toute cette réflexion psychologisante sur la nécessité pour certaines personnes ayant eu des problèmes de carence affective, de se lier à l'écriture comme moyen de résolution de problèmes personnels, de résilience, ça, c'est une autre question. Donc, c'est quand même aussi cette démarche cette sensibilité par rapport au maître et à l'autorité, qui est la sienne, parce que c'est le Mont-Providence, l'éducation par les sœurs religieuses à un enfant qui travaillait presque comme un esclave à l'époque, ça l'amène à réfléchir à une question, c'est non seulement l'abandon, mais la pédagogie. Donc, la psychopédagogie va occuper aussi une place importante dans ces essais. Donc, dans les livres à signaler, en 77, c'est son premier livre, ça s'intitule « Panorama de la chanson québécoise », publié chez le MEAC. Vous avez en 78 « Et cette Amérique chantant québécois », qui, sauf erreur de ma part, est celui qui est présenté sur la table là-bas. Donc, toujours chez les MEAC. Et là, la période des années 80, c'est la période de maturation de Bruno Roy, qui va nous faire patienter 13 ans avant de livrer son prochain livre consacré à la chanson qui s'appelle « Pouvoir chanter ». Donc, début des années 90, c'est ça. C'est une période où il y aura les révélations publiques, la création du mouvement des orphelins du Plessis, dont vous savez ce que c'est maintenant,
Et également, donc, plus tard, son dernier livre. Donc là, parce que je complète le portrait de ses livres consacrés à la chanson québécoise. Le dernier, c'est L'Hostie-de-Show. Un ouvrage de L'Hostie-de-Show paru en 2008, la dernière réflexion historique de Bruno Roy. Et si je ne m'abuse, donc Robert Giroux m'a informé que c'était un petit peu le remaniement de 2 chapitres de sa thèse soutenue en 92 à l'université à Sherbrooke. Ça serait ça L'Hostie-de-Show, c'est-à-dire retravail de la thèse déjà soutenue et amplification, enrichissement. Donc la thèse, on peut dire qu'elle a été finalement quand même publiée, en tout cas une grande partie dans ce livre-là. Donc, qui suit de 17 ans, donc pouvoir chanter, ça fait quand même un écart important. Et qu'est-ce que Bruno Roy a aussi réalisé en termes de publication sur la chanson? Donc, on a l'édition et l'introduction de recueils de paroles. Donc, ça, c'est important. Donc, les chapitres de livres, oui, bon, ça, je les mentionne rapidement. Robert Giroux, dont je viens de parler, était professeur à l'Université de Sherbrooke, d'où la thèse de Bruno Roy sous la direction de Robert Giroux. Et la participation aussi de Bruno Roy dans les années 80 à des livres d'études sur la chanson québécoise que dirigeait Robert Giroux. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, il y en a eu quelques-uns, mais c'est toujours des initiatives, parce que Robert Giroux, il en a publié 84, 85, 88, 93, 96. Je pense qu'il en a publié 5 par cœur, je dirais. C'est colossal. Donc, moi, c'est mon premier, si ce n'est qu'il y en a eu un qui est intitulé « Mamie, faites-moi un bouquet », dont je n'ai pas d'exemplaire aujourd'hui, mais qui est toujours disponible chez le même éditeur qui a repris le stock de « Mamie, faites-moi un bouquet » et qui, lui, concerne la chanson de tradition orale, c'est-à-dire le corpus traditionnel qui se transmet d'oreille en oreille et dont vous, représentants de différentes nationalités, vous êtes sûrement les premiers élèves quand vous êtes enfant, dans certains pays encore, de la chanson traditionnelle. Donc ici, c'est plus la chanson d'auteur, compositeur, interprète, mais il y a quelques études qui s'intéressent aux deux. Je prends celle d'André Gervais, par exemple, professeur à l'Université de Rimouski, qui s'intéresse au lexique, donc au vocabulaire, qui décrit l'époque du mouvement chansonnier. Et qu'est-ce que c'était le mouvement chansonnier? Qu'est-ce que c'est une boîte à chansons, une boîte aux chansons? Puis il fait la recension un peu du lexique, du vocabulaire qui existait à l'époque pour décrire les différents acteurs de ce qu'on appelait le mouvement chansonnier. Bon. Alors, je précise que oui, il y a eu cet engouement politique, oui, ok, culturel, et les salles appropriées, le style un peu, pas vétuste, mais en tout cas très simple, spartiate, du style chansonnier, de la guitare et du tabouret. Mais il y a eu aussi, quand on se concentre uniquement sur le volet auteur, compositeur, interprète, ou qui commence la chanson québécoise, à quel moment, il y a eu aussi des personnes qui se sont fait remarquer dès les années 20. Ça, on l'oublie souvent, là. Des chanteurs prolifiques comme Hector Pellerin, par exemple, qui a beaucoup plus enregistré que la Bolduc. Donc, ça m'amène à vous parler d'une chose, parce que cette digression, elle sort un peu de l'œuvre de Bruno Roy, mais ça nous amène à parler d'une chose, c'est qu'entre ses premiers livres sur la chanson québécoise, 77, 78, et les derniers, on a une documentation qui est beaucoup plus importante. Et je pense que dans vos études au cégep, c'est important aussi de savoir que, OK, on commence à lire quelques livres, tranquillement au cégep. Après, au premier cycle universitaire, on nous présente le menu, dans le fond. On a déjà un peu choisi notre domaine, mais on nous présente un peu le menu. Et c'est ça, la chanson québécoise de Bruno Roy, au début, c'était une chanson qui répondait un peu à ce qu'on lui présentait en bibliothèque ou ailleurs, mais c'était des livres de première main. C'était la presse, parce que Bruno Roy se documentait beaucoup avec ce que j'appelle l'activité chansonnière contemporaine, là, tous les spectacles qui tournaient, il était courant. Donc, ces 2 premiers livres, c'est quasiment des livres sur la chanson des années 60-70, presque uniquement. Et la conscience historique de ce qui s'est fait vraiment dans la chanson québécoise, elle se fait uniquement en 91, dans son livre « Pouvoir chanter », où là, on voit bien qu'il a lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur la chanson québécoise avant même la Bolduc, donc un bon chapitre sur le 19e siècle. Et là, avec Bruno Roy,
au début des années 90, il y a eu des études satisfaisantes pour la description de la chanson d'auteur, compositeur, interprète au Québec. L'année suivante, on a eu le dictionnaire de musique populaire de Robert Terrien. Ça, c'est un dictionnaire qu'il faut impérativement avoir dans sa bibliothèque et qui couvre la période de 1955 à 92. Mais déjà à l'époque, le discographe, comme je l'appelle, Robert Terrien, avait déjà une connaissance encyclopédique de tout ce qui s'était réalisé sur le plan discographique au Québec de manière très extensive, mais ne l'avait pas forcément valorisé par une publication. Donc, il avait les biographies, les discographies. Il y en avait énormément, mais c'était encore uniquement accessible à des gens comme moi, là, qui des curieux, des scientifiques, des chercheurs, des collectionneurs, ces genres de personnes que Robert Terrien connaissait à l'époque. On allait chez un collectionneur, puis il nous présentait 4000 disques là, dans sa maison. C'était rempli de toutes les... Bon, ça, c'est une époque révolue. Là. Les prochaines générations ne verront pas ça. C'est vraiment des mordus. Et tout ce corpus de disques, à l'époque où Bruno Roy commençait à terminer, pour ainsi dire, en tout cas en 91, était naissant et devenait de plus en plus disponible. Donc, les 30 années qui ont suivi donc Pouvoir chanter sont des années aussi au Québec où il y a beaucoup d'études, de textes, de thèses, de mémoires, appelez ça comme vous voulez, qui ont été faits sur la chanson québécoise. Et donc là, ce livre revient à quelques reprises donc, dans son contenu avec des réflexions sur la chanson québécoise et sur l'œuvre de Bruno Roy. Dans l'autre partie de l'œuvre de Bruno Roy, on reste quand même toujours sur Bruno Roy, donc il n'y a pas de digression inutile et qui nous ferait perdre le nord. Hein? Donc, on reste toujours dans le sujet de Bruno Roy. Donc, j'ai parlé de ces chapitres de livres avec Robert Giroux, donc des petits essais que Bruno Roy publiait. J'ai parlé également de ses livres, donc, dont il est principal et auteur exclusif, dont Pouvoir chanter et Cette Amérique, etc. Donc, j'ai parlé de ces livres-là. Qu'est-ce qu'il faut aussi mentionner? C'est donc les livrets, je l'ai souligné très rapidement tout à l'heure, les livrets qui l'amènent à collaborer avec un artiste ou un autre. Le prochain qu'on va écouter, c'est Lucien Francoeur. Vous allez voir que c'est un style assez original, Lucien Francoeur, un petit peu en marge de ce qui est produit commercialement. Donc, il y a une personnalité aussi qui va de pair, hein, c'est-à-dire professeur au cégep et en même temps un chanteur. Et c'était aussi important parce que c'est mon premier contact avec Bruno Roy. Il y a un peu de sa biographie à Bruno Roy, mais il y a aussi de la mienne, c'est-à-dire que je parle de nos échanges. Donc, le 84, c'est l'année où je serai présenté à Lucien Francoeur au Salon du Livre de Québec par l'éditeur qui est nul autre que Jacques Lanctot. Et donc, forcément, le nom de Bruno Roy apparaissant sur le livre de poèmes de Francoeur, j'ai dit, c'est qui ça, ce Bruno Roy-là? Ah, tiens, Bruno Roy, il existe. Puis bon, voilà, c'est la découverte. Hein, je suis encore adolescent et donc, quelques décennies plus tard, je me retrouve ici à parler de Bruno Roy. Donc, voilà un petit peu le résumé, si ça vous convient. Et bien, comme il nous reste peu de temps, j'aimerais évoquer que nous sommes honorés de la présence du chansonnier Pierre Calvé, qui est derrière nous ici, Pierre Calvé, qui est, je tiens à le préciser pour ceux qui vont acquérir le livre, qui est mentionné dans le texte d'André Gervais. Donc, il y a eu des correspondances visiblement entre Pierre Calvé qui a relevé le nombre des boîtes à chansons à l'époque de manière assez scrupuleuse, de même que la chronologie de sa carrière. Donc, c'est rare que le chansonnier se livre à la description de sa propre activité avec tant de rigueur. Donc, ça, on peut souligner la pertinence de cet ouvrage. Et donc, pour notre part, nous allons écouter une autre personne qui a compté beaucoup dans la carrière de Bruno Roy, c'est Georges Dor, parce qu'il fait partie des personnes là, qui ont présenté les textes. Donc, il y a Lucien Francoeur, oui, il y a Gilles Vigneault, Raymond Lévesque et Georges Dor. De mémoire, je dirais que c'est les seuls. Il a été parolier aussi pour Chloé Sainte-Marie. Et il y a également Diane Dufresne qui a prêté ses œuvres artistiques pour un autre livre de Bruno Roy. Donc, c'est pas quelqu'un qui, finalement, a été tant que ça abandonné par sa communauté artistique. Par exemple, ici, il y a Marc Chabot aussi, un parolier et professeur de cégep très connu qui a contribué. C'est aussi un peu grâce à lui
que Richard Séguin nous a honoré de la page couverture. Sans la démarche de Marc Chabot, ça aurait été impossible, que je remercie donc, mais même s'il est absent. Quant à la démarche éditoriale, ben, c'était plus le fruit de démarche et d'aide de notre ami Raoul Duguay, qui est donc honoré aussi particulièrement dans l'ouvrage, puisque, en gros, là, vous avez tout compris, c'est des gens qui se remercient entre eux. Donc, Raoul Duguay, pour terminer, qui signe quelques textes, etc., dans le livre. Voilà. Donc, ici, et sur lequel j'ai écrit aussi un texte. Donc, Raoul Duguay est honoré d'un texte. Voilà. Et dans les autres artistes pour lesquels j'aimerais avoir une courte mention, parce qu'on n'aura pas le temps de les entendre aujourd'hui, il s'agit d'Alice Roby. Donc, vous allez voir, chacun participe d'un point commun avec Bruno Roy. Donc, Alice Roby, pour laquelle j'ai aussi de la compassion, de l'empathie, et qui a été présente dans l'histoire du Québec aussi, dans la question internationale du Québec. Parce que déjà, dans les années 40, elle se fait connaître aux États-Unis. Pour les Français, c'est quelque chose qui s'est répandu après. Il y a eu la Piaf, il y a eu Maurice Chevalier, qui était déjà, je pense, à l'époque. Donc, pour les Français, oui, mais pour les Canadiens français, les Québécois, c'était chose assez rare à l'époque de se présenter en spectacle aux États-Unis. Alice Roby l'a fait. Quel dommage qu'elle ait été ensuite écartée du fait de ses problèmes psychiatriques. Mais en tous les cas, Bruno Roy est un petit peu une bataille contre la génération d'Alice Roby, qui elle aussi est chanteuse de réputation internationale et que j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois. C'est elle qui m'a montré que dans une descente, c'est l'homme qui précède la femme. Vous voyez que ça, c'est pas inintéressant. C'est dans la montée, toujours en idée qu'ici, dans la progression, l'homme étant là pour supporter, si la femme tombe, c'est l'homme qui doit la voir. C'est donc Alice Roby qui m'a appris ça. Voilà, donc petite anecdote qui se termine. Et donc dans les autres parcours un peu particuliers, dans les chanteurs de la chanson ou les musiciens de la chanson québécoise, on a aussi Johnny Gravel, musicien d'Offenbach, qui est un enfant adopté. Et on a aussi la plus célèbre pour les gens de maintenant, de la génération, c'est France d'Amour. Ce nom vous dit quelque chose peut-être? C'est un nom un peu particulier, hein? Love France, yeah. Et donc, France d'Amour est aussi une enfant adoptée. Donc, c'est un petit peu le paysage, je dirais. Voilà, vous avez des idées de quelques écrivains, quelques chanteurs qui ont eu aussi des parcours un peu difficiles avec leurs parents, ou en tout cas qui ont subi l'abandon ou l'adoption. Voilà, donc, en ce qui me concerne, c'est terminé pour la présentation. Je reste à votre entière disponibilité vraiment pour la dédicace du livre. Donc, je me trouverai à l'arrière et vous présenterai aussi d'autres livres que j'ai publiés au fil des ans. Il y a eu un livre, donc la préface d'un livre sur Claude Dubois. Il y a également mon petit livre rouge qui est une introduction à la chanson québécoise. Donc, il vous donne ici les premières pistes, genre dans la collection Que sais-je, que vous connaissez au Cégep, je pense. Donc, c'est comme une collection Que sais-je sur la chanson québécoise et d'autres livres, qui sont sur la chanson québécoise si le sujet vous intéresse et si vous avez des questions complémentaires qui concernent cette conférence ou d'autres aspects de la chanson. Voilà. Merci.